j'observe le réveil. Ces manifestations, c'est qu'on est passé, à mon sens, d'une diaspora du cri, c'est-à-dire une diaspora des lamentations des ex-colonisés, à une diaspora à cran. Une diaspora qui redresse l'échine et qui est habitée par un désir d'auto-affirmation. Pendant longtemps, les Africains vivant en Europe ou en Amérique, mais surtout en Europe d'ailleurs, étaient prostrés et passaient leur temps à se lamenter, à rappeler justement les ravages de l'esclavage et de la colonisation, qui certes sont des faits historiques indéniables, qui ont laissé des marques indélébiles, qui ont dévasté notre continent, mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie à nous lamenter. Quand on constate un fait, comment est-ce qu'on fait pour surmonter, pour dépasser ce fait? C'est la question qui nous interpelle. Et je suis heureux de voir justement que la diaspora africaine est à cette étape. On n'est plus à l'étape où on pleurnichait, où on se lamentait. On est en train de dire oui, nous avons été esclavagisés pendant 4 siècles. Oui, nous avons connu un siècle ou plus, pour certains un siècle et demi de colonisation. Mais comment on avance? Une fois qu'on s'est posé cette question, croyez-moi, on commence à trouver les réponses. Parce que se poser cette question, c'est se demander pourquoi est-ce que nous avons été esclavagisés. Pourquoi est-ce que nous avons connu la colonisation? Et la réponse, dans les deux cas, est la même. La même. Une seule et même réponse. Notre faiblesse technologique. Notre faiblesse sur le plan technique. On a réduit les Africains en esclavage parce qu'ils étaient incapables de se défendre face aux esclavagistes. Que ce soit l'esclavage du monde européen ou celui du monde arabe. Regardez non seulement les textes, mais également les images. Pendant que les autres avaient ce qu'on appelait à l'époque des arquebuses, c'est-à-dire des fusils qui pouvaient tirer à 5, 10 mètres, nous avions encore des machettes, des lances. Ça a fait la différence. Toutes les batailles qu'on a perdues sur le continent, même pendant la période d'esclavage, c'est parce que nous étions en infériorité technologique. Et c'est la même chose. C'est exactement la même chose pendant la période coloniale. C'était une colonne, c'était des colonnes, quoi, d'une dizaine, vingtaine de soldats européens qui arrivaient à soumettre des contrées entières. Avec quoi? Avec quelques armes. Regardez encore la bataille en Afrique du Sud. Shaka Zulu et d'autres faisant face à des colonnes, à quelques colonnes de l'armée britannique. Il est défait pourquoi? C'était un guerrier terrible, un preux guerrier qui n'avait peur de rien et de personne. Mais face à une arme qui tirait à 15 mètres ou à 10 mètres, ou qui pouvait tirer des rafales alors qu'il n'avait que sa lance, il a pillé les chiens. Donc, une fois que nous nous sommes posé cette question et que nous avons compris la cause de notre asservissement à travers l'histoire, nous devons passer donc à l'étape suivante. Tous les peuples qui ont subi les affres de l'histoire en sortent avec une seule formule. Plus jamais cela. Cela ne nous arrivera plus jamais. L'Afrique est-elle capable de dire cela ne nous arrivera plus jamais? C'est à nous d'y répondre. C'est à nous d'y répondre. Et ça ne peut pas être l'incantation. Ça doit être une démarche organisée, méthodique, pensée. Nous ne devons plus consommer des catégories intellectuelles produites par d'autres, qui nous font lire notre propre histoire et notre propre avenir à partir des concepts produits par eux-mêmes. Quelqu'un qui veut être en avant ne peut pas aider le second à le dépasser. C'est fondamental.
manifestation, c'est que nous sommes passés d'une diaspora qui était entrée en léthargie, si vous voulez. Une diaspora, je dirais presque de l'indifférence vis-à-vis du continent, à une diaspora d'engagement et de reconquête du continent. C'est formidable. C'est formidable. La diaspora était comme dans une phase effectivement d'indifférence, de somnolence, parce qu'elle était découragée par la réalité du continent. Et on commençait à se dire, à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi passer des nuits blanches à réfléchir à un continent qui est désespérant? Il n'y a rien de bon à en tirer. Mieux vaut s'occuper de ce qu'on peut faire pour aider les enfants à avancer. Sauf que, en disant cela, au fond de vous-même, le continent vous manquez cruellement. Sauf qu'en disant cela, justement, vous éleviez des enfants qui n'avaient plus de racines, mais qui restaient des étrangers éternellement et définitivement des étrangers dans le monde. Il faut qu'ils retrouvent leur enracinement. Ils ne seront forts que parce qu'ils ont un enracinement. Du jour où vous aurez, je ne dis même pas toute l'Afrique, mais quelques pays africains forts, quelques pays africains phares, on respectera toutes les personnes de couleur noire à travers le monde. Vous vous êtes engagés, et bon Dieu, vous avez fait beaucoup pour le continent. Mais nous sommes à une étape où il faudrait que ce que vous faites pour le continent soit organisé, mieux organisé, soit plus rationnel, et soit fait en fonction des objectifs que nous voulons atteindre, et non pas en réaction à des sollicitations ponctuelles. Des parents sont malades, on envoie de l'argent. Une communauté n'a pas d'école, on la soutient. C'est très bien, mais on ne va pas bien loin avec ça. Il faut donc travailler mieux. Je voudrais que l'on projette ici la carte numéro 1 à l'écran pour que vous voyez que vous avez contribué énormément en termes de transfert d'argent sur le continent. Ce sont des masses considérables. Mais ce n'est pas ressenti comme tel. L'impact, justement, n'est pas là. Parce que ça n'est pas organisé. Parce que les sommes, les montants que la diaspora a transférés en Afrique auraient pu permettre de réaliser des œuvres spectaculaires, des choses qui font la fierté du continent. Mais ce n'est pas perceptible, parce que c'est dilué dans le courant du transfert. Et c'est pour cela qu'il faut mieux organiser cela aujourd'hui. Vous voyez donc sur le tableau numéro 1, prenons juste la dernière année de Massoud, qui est un document de l'Union européenne. 37 milliards de dollars des États-Unis. 37 milliards de dollars des États-Unis transférés par les diasporas en Afrique en 2020. Lorsque les chefs d'État africains sont invités à des conférences, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique. Dites-moi si l'ensemble des engagements financiers pris par ces pays n'ont jamais atteint ce montant. Pourtant, c'est à ces lieux-là, justement, que nos pays sont appelés à suivre les instructions qu'on leur donne parce qu'on leur fait croire qu'en contrepartie, ils recevront des financements importants. Alors que leur diaspora est capable de financer ça. Et puis alors, il y a là un point sur lequel nous devons réfléchir. Parce que justement, on passe le temps à faire croire que nous ne sommes pas capables de générer les ressources nécessaires pour notre propre développement. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, qu'il faut se couper de l'étranger, mais je dis que nous devons avoir la maîtrise de l'orientation et des choix que nous voulons pour notre propre développement. Avec qui, quand et pourquoi. On n'accepte pas une aide parce que l'aide est disponible.
on accepte une aide parce qu'elle entre dans le projet que l'on a pour le développement de son pays. Parce qu'une aide peut être aussi toxique. Je note aussi que, en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leur pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans divers pays africains. Tableau numéro 2. Voilà. Vous regarderez sur ce tableau, la couleur la plus foncée, ce sont les ministères entièrement dédiés aux diasporas. La couleur légèrement moins foncée, ce sont les pays où il existe des départements de la diaspora au sein des ministères des Affaires étrangères. Et la couleur plus claire, ce sont les pays où il existe des organes sous-ministériels au sein des ministères s'occupant des diasporas. Donc il y a un phénomène qui gagne du terrain et cette prise de conscience est relativement récente pour beaucoup de nos pays. Je dois dire ici, non pas par souci de revendication de j'étais le premier à, mais lorsque, puisqu'on a rappelé gentiment que j'étais aussi en charge, ou en tout cas à la tête d'un parti politique dans mon pays, le Cameroun, nous étions de ceux qui, dès le lancement de notre parti, dès la création de notre parti en 2012, a fait de la diaspora un des piliers de notre vision du Cameroun. Notre projet a 5 piliers et parmi les 5, un est dédié à la diaspora. Ce n'était pas à la mode. Ce n'était pas à la mode. Très peu nombreux étaient ceux qui connaissaient même l'existence de ce qu'on appelle la diaspora. On savait que oui, il y a des gens qui sont à l'étranger et tout, mais qu'est-ce que c'est? Mais nous, c'était l'expérience historique qui nous l'avait enseigné. Parce que nous observons le monde tel qu'il fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand pays au monde qui n'ait pas tiré parti de sa diaspora. Il n'en existe pas. Que ce soit celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit encore plus la Chine et d'autres, leurs diasporas ont été déterminantes dans leur développement ou dans le développement de certaines capacités. Que ce soit par exemple dans le domaine de la sécurité ou de l'équipement militaire, si nous voulons prendre. Hein. Je vais dire, quand en 1945, les premiers tests de bombes ont lieu aux États-Unis avant d'être lâchés sur 2 villes japonaises pour mettre un terme à la guerre, il n'y a pas de prolifération. Mais comment les autres font? Ce sont leurs diasporas. Hein? Oui, ce sont leurs diasporas, qui pour la plupart étaient des scientifiques de haut vol, qui travaillaient dans d'autres pays, qui ont pu faire le transfert. Bien sûr, avec tout le reste qu'il y a derrière, il y a toujours une dimension de, voilà, d'aller voler le feu, un peu comme Prométhée, comme on dit. Mais c'est cela, ce sont les diasporas. Et comme je disais tout à l'heure, j'y reviendrai vers la fin, notamment en ce qui concerne un pays comme la Chine. Comment sa diaspora a été déterminante. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Qu'un pays en 30 ans, c'est-à-dire en une seule génération, ait fait le bond économique et technologique que la Chine a connu, non, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas Confucius ou Bouddha. C'est la réflexion, la pensée stratégique humaine. On définit des objectifs, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs et on fixe des échéances auxquelles tel ou tel objectif doit être atteint. C'est comme ça, et pas autrement. On voit également une attraction de l'intérêt croissant du système international pour la diaspora, pour les diasporas. Comme le montre la mise en place des programmes internationaux de transfert des compétences des diasporas. À cet égard,
il existe aujourd'hui des programmes permanents d'attraction des talents. Tenez, par exemple, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des programmes de transfert de capital humain ciblés à court terme, consistant à déployer des expatriés africains, en général sur la base du volontariat. Les plus connus sont le programme TOCTEN, T-O-K-T-E-N, c'est-à-dire Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals, mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Il y a également les initiatives du MIDAS, c'est-à-dire Migration for Development in Africa, et puis le Connecting Diaspora for Development de l'Organisation internationale des migrations. Dans ces organisations, au fond, qui ne regardaient pendant longtemps la diaspora que comme un problème, c'est-à-dire des masses de gens à gérer parce qu'ils étaient en danger, ils avaient traversé la mer à la nage, il fallait les caser quelque part, il y avait des réfugiés et des gens qui demandaient le droit d'asile. Regarde la diaspora aujourd'hui comme un potentiel qui peut permettre effectivement de déployer sur le continent africain, sur la base du volontariat, les programmes que ces organisations ont conçus et mis en œuvre. Mais ça, c'est bon, c'est une contribution. En ce qui me concerne, je crois que le rôle déterminant de la diaspora, comme un des leviers essentiels du développement de l'Afrique, sera défini par les Africains et la diaspora elle-même. J'y reviendrai quand on va parler de l'approche stratégique. Il y a également toujours, en ce qui concerne le relevé de la diaspora, on voit bien qu'il y a des jumelages entre communautés de la diaspora basées dans une ville, ici en Europe, en Occident ou ailleurs, parfois dans un pays, donc un jumelage avec d'autres villes sur le continent. Ça aussi, c'est positif, c'est intéressant. Mais là encore, je dis toujours, évitons le saupoudrage. Parce que le saupoudrage ne laisse pas de traces. Concentrons-nous, vous pouvez dire, si vous choisissez cette approche-là, de dire, nous sommes un groupe de ressortissants, en fait, de la diaspora ressortissant de tel pays. Nous voulons appuyer telle collectivité territoriale décentralisée dans ce pays-là. Et vous concentrez vos efforts sur cette collectivité avec des projets que vous aurez définis ensemble avec les 10 collectivités, que vous réalisez, ça fait un impact, ça fait une différence. Plutôt que de saupoudrer. Parce que si vous avez les moyens de faire quelque chose qui fasse la différence dans une collectivité et vous utilisez les mêmes moyens pour 10 collectivités, ce ne sera pas perceptible. Ça n'a pas l'impact que vous recherchez. Enfin, on constate l'émergence d'une force réelle dans divers domaines et notamment on voit une compétence extraordinaire de la diaspora africaine ou des diasporas africaines dans les domaines de la fintech, c'est-à-dire ce qu'on appelle la finance technologique, dans la construction et l'immobilier. Et ça, c'est très intéressant. Je vais, après l'énumération, revenir. Dans l'informatique, dans la transformation des produits agricoles, dans la mode, avec dans ces 2 derniers cas, c'est-à-dire transformation des produits agricoles et la mode, l'apparition de vraies marques africaines. On voit qu'il y a vraiment un branding avec des marques africaines qui apparaissent grâce à la diaspora, grâce justement à votre savoir-faire et l'expérience que vous avez acquise. Mais je vous disais, l'immobilier. Prenons l'immobilier. Voilà et ça me donne un bon exemple pour vous montrer comment la diaspora opère dans le monde. Si vous prenez l'immobilier, donc la construction, vous verrez que la qualité de la construction s'est considérablement améliorée, par exemple dans un pays comme la Turquie. Grâce à quoi? Grâce aux ouvriers turcs qui venaient d'Allemagne. Vous voyez? C'est important à voir, parce qu'il faut qu'on arrête de vous raconter des sonnettes. Il faut ouvrir les yeux et voir comment le monde fonctionne. Et d'autres, après, justement, chaque fois que l'Afrique s'inspire, on dit que l'Afrique est incapable de faire quoi que ce soit, elle copie. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous regardez la construction. Donc, l'ouvrier du bâtiment turc s'est considérablement amélioré grâce précisément au savoir-faire engrangé par ces ouvriers en Allemagne. Et vous observerez,
Alors, cette fois-là, sur le continent africain, le même phénomène. Avec les Algériens, avec les Sénégalais, parce qu'ils ont été beaucoup dans la construction. Si vous regardez une entreprise de construction au Sénégal, comparée à une entreprise de construction dans un pays d'Afrique centrale, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils gagnent des marchés aujourd'hui en Afrique centrale. Parce que leur savoir-faire leur permet justement de compétir avec succès. Donc ne négligez pas. Et je reviens à mon idée de départ, une diaspora protéiforme. Personne n'est négligeable et n'est à négliger dans la diaspora. Donc l'ouvrier qui est sur les chantiers de construction en Europe gagne en expérience. Ce qui veut dire que s'il rentre en Afrique, il y a un plus qu'il apporte dans le développement du pays. Vous pouvez créer une entreprise de bâtiment dans un pays en Afrique, mais si vous n'avez pas d'ouvriers qualifiés, vous ne pouvez pas faire compétir pour les marchés publics ou d'autres, même les marchés privés. Et ce sont les étrangers qui vont venir rafler les marchés. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas un personnel qualifié. Donc toutes les expériences sont valables. Toutes les expériences sont utiles. Toutes les expériences sont importantes. Nous devons les canaliser. Lorsqu'on a construit le pipeline Tchad-Kribi, c'est-à-dire entre le Cameroun et le Tchad pour l'évacuation du pétrole de Doba, sur presque 1000 km, 800, 900 km. Tous les ouvriers soudeurs du pipe étaient des non-africains. On n'en avait pas trouvé un seul en Afrique. Ils venaient des Philippines, la plupart, et quelques Colombiens. Or, précisément, l'expérience acquise ailleurs peut permettre à l'Afrique, ce n'est pas simplement avec des choses les plus compliquées, les plus sophistiquées que nous allons nous développer. C'est aussi avec des choses basiques. Donc, cette catégorie de la diaspora également est extrêmement importante. Maintenant, quelles sont, j'ai parlé donc des manifestations du réveil de la diaspora africaine. Quels sont les écueils, quels sont les obstacles que je vois, notamment dans les rapports actuels de la diaspora avec le continent? D'abord, je note dans le discours d'une certaine catégorie de la diaspora ou de certains membres de la diaspora, un discours clivant, si vous voulez, un discours de déclassement au sein de la catégorie sociologique des diasporas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, chaque fois que j'ouvre un média africain, il y a des jeunes de la diaspora qui parlent de la diaspora et des projets de la diaspora, ils disent, nous les jeunes de la diaspora, bon, vous avez dit que c'est parce que je suis vieux que je dis ça, mais non. C'est pour dire qu'il ne faut pas avoir cette approche-là. Elle est désastreuse. Parce que je ne vois pas que des jeunes dans cette salle, il y a les vieux et les jeunes de la diaspora, c'est ce que la diaspora peut faire ensemble collectivement. C'est un discours qui n'est pas bon. Je regardais, je ne vais pas citer la chaîne encore dernièrement, il y avait deux jeunes sur le plateau. Tout ce qu'ils disaient était très intéressant. Mais ils n'avaient pas besoin de dire, nous les jeunes, la jeunesse africaine. Non. La jeunesse, c'est un mouvement, c'est un temps. Une fois que vous l'avez dit, le lendemain, vous l'avez vu le même âge. Donc c'est qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, les gens qui ont porté le développement sur d'autres continents ou sur d'autres pays n'étaient pas tous que jeunes. Vous savez, ils n'étaient pas tous que jeunes. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici et là, refermer parce que je vais revenir là-dessus plus loin. Si vous prenez Israël, Weizmann, qui crée l'Institut Weizmann, au moment de la fondation de l'État d'Israël, il a quel âge? C'est pas un jeune. Pourtant, il a semé une graine qui est l'une des plus belles graines qui a été semée dans son pays, puisque l'Institut Weizmann est devenu l'un des instituts scientifiques les plus connus, les plus réputés au monde, qui a produit plusieurs prix Nobel et je ne sais pas quoi encore. Donc, c'était pas Ben Gurion même qui se battait pour l'État d'Israël. Pas si jeune que ça. Donc, non, c'est un discours clivant qui n'est pas bon. Bon. La jeunesse a sa place, la jeunesse doit avoir toute sa place, mais il ne faut pas... je crois que ce serait mauvais d'entrer dans une opposition fondée sur ce critère. Donc, cette tendance à la sublimation de la jeunesse dans une opposition qui est non dite, et même contre-productive, n'est-ce pas,
avec des personnes qui ne sont pas plus tout à fait jeunes. Parce que si on veut dire jeune, à 50 ans, vous n'êtes plus jeune. Est-ce que donc ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire ou à donner dans le développement du continent? Non, donc ça n'a pas de sens. Je me souviens toujours, dans cette opposition absurde, je me souviens toujours d'un jeune, qui ne l'est plus maintenant, bien entendu, qui a, je crois, 20 ans ou 30 ans, avait lancé justement la guerre contre ce qu'il appelait à l'époque les quadras. Donc il était dans la trentaine, il voulait plus voir les gens de la quarantaine. Sauf que maintenant qu'il a peut-être 50, il a quasi 60 ans, je ne sais pas, mais qui va lancer la guerre maintenant. Donc, discours clivant. Deuxième écueil que je vois, c'est que je note que la diaspora a des attentes démesurées, voire parfois extravagantes, dans les pays d'origine. C'est important, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois une sorte de manque d'humilité de la part de la diaspora quand elle revient sur le pays. Certes, elle est nantie d'expérience, parfois même de savoir, mais elle croit que pour cette raison, elle a droit à tout. Elle a droit à tous les privilèges. On doit lui dérouler le tapis rouge. Personne ne vous déroulera le tapis rouge. Et sortez ça de votre esprit. Complètement. Parce que d'ailleurs, j'ai coutume de dire, à un moment donné, les gens disaient, oui, mais nous, la diaspora, et un jour, un peu exaspéré, j'ai dit, mais moi-même, j'ai été aussi de la diaspora, les gens ont dit que voilà. Donc, non. Quand vous rentrez, je crois que ce sur quoi on doit se battre, c'est le cadre d'accompagnement pour faciliter l'insertion de la diaspora ou la contribution de la diaspora au projet collectif. C'est ça. Ce n'est pas de demander des privilèges. C'est pas... Imaginez, réfléchissons un instant. Vous prenez un pays de 30 millions d'habitants. Ce pays peut avoir 2 millions de ses compatriotes dans la diaspora. Peut-être même plus, peu importe. Et elle arrive et elle dit, nous on veut avoir ci, on veut avoir ça, on lui donne. Mais ceux qui sont restés au pays, comment ils réfléchissent, ils réagissent par rapport à ça? Il y aura deux sentiments possibles. Ou ils disent, ah, nous avons compris, maintenant pour être quelque chose dans ce pays, il faut qu'on aille. Voilà, il faut aller tenter l'aventure. Donc dans ce cas, ne leur dites plus qu'ils ne doivent plus aller mourir dans le désert ou dans la Méditerranée. Puisque vous-même, par votre comportement, vous accréditez l'idée que tant qu'on n'est pas allé, on ne vaut rien. La deuxième attitude, c'est qu'ils vont dire, ok, nous, on se bat ici, dans l'adversité et la difficulté, et maintenant les autres arrivent, pour on ne sait quelle raison, il faut qu'on leur déroule le tapis rouge. Imaginons, vous arrivez, vous demandez par exemple des exonérations fiscales particulières pour vous, de la diaspora. Est-ce que c'est même logique? Parce que, donc ça veut dire que celui qui est resté au pays, qui crée son entreprise, doit payer plus d'impôts que vous, parce que vous venez de la diaspora. D'abord, même sur le principe de la concurrence. La concurrence est déloyale à ce moment-là. Mais deuxièmement, c'est un facteur, j'allais dire, des incitatifs, si j'ose dire. C'est-à-dire qui n'incite pas les locaux. Non, il me semble par contre que la diaspora peut dire vraiment les labyrinthes administratifs, avec toutes les complications, avec toutes les stations où il faut s'arrêter pour faire la corruption. Voilà. Il faut nous épargner cela. Oui, ça c'est légitime, c'est normal. Donc, par exemple, l'idée d'un guichet unique, encore qu'on peut faire un guichet unique pour la diaspora et faire un guichet unique pour les nationaux, le même guichet unique est valable, parce que si vous voulez faire de l'incitation au développement, il n'y a pas à faire un guichet unique pour la diaspora et pas un autre pour les nationaux. Pareil, chacun veut que l'on lui facilite les formalités administratives. Donc, faire un guichet unique. Que si vous voulez, vous arrivez dans un pays, vous voulez investir, qu'en 48 heures, on vous donne vos papiers. Ça se fait dans d'autres pays. 48 heures, vous avez vos papiers. Parce que si c'est au même endroit, le registre du commerce, parce que si, au fond, c'est parce que beaucoup de nos pays ne font pas l'effort d'informatisation. Si vous avez informatisé les données du registre du commerce et des greffes des tribunaux pour vérifier, dès lors que quelqu'un remplit des formulaires pour dire je vais créer mon entreprise, vous interrogez la base de données, c'est correct, vous interrogez d'autres bases de données pour recouper les informations, en 48 heures, vous pouvez lui donner son papier. Vous voulez créer des entreprises, faciliter la tâche aux gens. Vous ne pouvez pas multiplier les obstacles.
Donc ça, on doit pouvoir faire cela pour la diaspora. De la même façon, je pense sérieusement, et là c'est un domaine, parce que c'est un domaine qui est sensible et il y a beaucoup d'obstacles. Le domaine foncier, ça fait des ravages dans des débats dans un pays aujourd'hui, mais on peut juste dire, pour que les gens de la diaspora ne se fassent plus gruger, passez-moi ce terme familier, il faut qu'on leur facilite. Et là aussi, nous avons aujourd'hui un certain niveau d'informatisation du registre foncier dans la plupart des pays, à partir duquel vous pouvez savoir si un terrain a un titre foncier ou pas, et l'affectation. Et donc, vous pouvez donner des conseils à des personnes qui viennent de la diaspora en disant, écoutez, n'achetez pas ce terrain parce qu'il y a des problèmes dessus, achetez tel autre parce que voilà. Donc je pense que ce genre de structure peut être mise en place pour faciliter la vie et surtout sécuriser les investissements des gens qui viennent de la diaspora, parce que beaucoup d'entre eux ont coupé physiquement avec le pays depuis longtemps, ils ne connaissent plus comment les caïmans nagent dans l'eau. Donc on peut, effectivement, il y a un ensemble de choses qu'il faudrait mettre en place pour les accompagner. Un troisième point que je considère comme un point de faiblesse, c'est que je note que la démarche de la diaspora, reste encore, pour l'essentiel, une démarche individuelle. Elle est individuelle. Vous avez un peu d'argent, voilà, vous allez acheter votre terrain ou votre maison, vous en envoyez un peu à la famille, ou bien vous êtes en confrontation ou aux prises avec l'administration de votre pays tout seul. Mais imaginez que la diaspora, et c'est ce que je préconise, se mette en réseau, s'organise. Et se mettre en réseau, ça peut être un réseau de compétences. Et des gens qui sont intéressés par les affaires peuvent faire. Des gens qui sont intéressés par l'immobilier peuvent se constituer. Opérer même dans un pays ou dans plusieurs pays. Des ingénieurs peuvent se constituer. Je veux dire, on peut mieux s'organiser. Et moi, je le redirai à plusieurs reprises au cours de cet exposé, c'est que il me semble que la diaspora est mieux placée aujourd'hui pour impulser des entreprises qui associent plusieurs personnes. Parce que je regarde en arrière sur le continent, les gens ont beaucoup de mal à se mettre ensemble pour créer une entreprise. Les gens, à plus forte raison, pour créer des entreprises multinationales africaines. Alors pourquoi est-ce que des gens de la diaspora, du Sénégal, du Burkina Faso, Congo, Togo, Bénin, que sais-je encore, Cameroun, RDC, Tanzanie, Angola, pourquoi ne peuvent-ils pas se mettre ensemble et créer une entreprise, des entreprises africaines à plusieurs branches nationales? On peut, c'est pas facile, j'en conviens, mais on peut y réfléchir. Parce qu'il est infiniment plus facile de créer une entreprise à plusieurs branches lorsque vous, dans chaque pays, vous vous appuyez sur un partenaire national, que de créer une entreprise dans votre pays et de vouloir justement développer des branches dans un autre pays, parce que nous savons que ces affaires de souveraineté qui sont liées à des frontières et tout, ça résonne encore beaucoup dans nos cerveaux. C'est-à-dire, oh, il est gabonais, il est camerounais, il est... Bon, ce qui... ça nous amuse parce que ça fait... On multiplie le nombre de chefs d'État. C'est très intéressant, ça donne un job. Mais en réalité, nous savons que tout cela, c'est quand même un peu ridicule. Parce que vous avez des pays de 2 millions d'habitants, de 3, quand bien même il serait 10 millions, ou 50 millions. C'est quoi? Le Nigeria, c'est là 210 millions. Vous fractionnez là-bas. Toute l'Afrique centrale réunie, vous ne faites même pas la moitié. Donc seulement chacun agit de drapeau. Et après, vous allez dire que voilà, quand le président, quand le président chinois vous invite, vous mettez votre plus beau costume, vous arrivez, vous le savez. Vous êtes il faut que nous arrivions à une étape. Pourquoi est-ce que des entreprises puissantes ont émergé aussi rapidement en Chine? Non seulement parce qu'ils avaient l'accompagnement de l'État, mais parce qu'ils avaient un marché intérieur conséquent. Et une puissance donc qui les portait. Mais vous ne pouvez pas, quelle que soit votre force, votre talent personnel,
vous êtes d'un pays qui a 2 millions, 5 millions, voire même 10, même 20 millions d'habitants. Vous faites une entreprise pour qu'elle aille à la conquête du reste de l'Afrique. Vous devez terriblement travailler parce qu'à chaque fois, vous devez aller prospecter dans le pays, connaître les règles du jeu dans le pays, trouver quelqu'un dans le pays. Et si vous ne trouvez pas quelqu'un dans le pays, ça dit vous exportez quelqu'un, il est fragile, il ne connaît pas. Alors que si vous arrivez à construire des entreprises comme cela, vous faites une entreprise panafricaine tout de suite. Et le panafricanisme n'est pas seulement, et ne doit pas être réduit seulement à sa dimension politique. Il doit être économique aussi. C'est-à-dire nous devons avoir des multinationales africaines qui contrôlent le continent. Il y a quelques exceptions comme Dangote, comme plusieurs banques nigérianes aujourd'hui, comme Ecobank, mais j'ai du mal à citer ces banques qui tout de suite, dès qu'elles grandissent, les Occidentaux en prennent le contrôle. Vous comprenez? Donc est-ce que c'est encore une banque africaine? Voilà, donc c'est ça le problème des Africains. Même la Banque africaine de développement n'est plus une banque africaine. Et moi je me demande à quoi ça sert d'avoir une banque africaine de développement qui n'est pas contrôlée par l'Afrique. Alors que nous, les pères fondateurs, justement, s'étaient donné un mal fou pour se donner un instrument de développement qui s'appelle Banque africaine de développement. La banque n'est plus contrôlée par l'Afrique aujourd'hui. Ça, c'est un problème réel. Et je disais donc que le fait que nous ayons une approche solitaire ou individuelle fait qu'il y a des redondances dans nos initiatives, même dans nos projets de développement. C'est-à-dire que vous allez voir parfois que un membre de la diaspora du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, peu importe le pays, va avoir un projet. Mettons par exemple sur... on peut prendre quoi? Le transfert d'argent, ou le mobile money, ou le mobile banking. Et il va avoir ça. Et tout de suite à côté, le pays d'à côté, puisque vous êtes tous des ingénieurs très intelligents et tout ça, quelqu'un va reproduire aussi dans son pays, il a lancé sa part, etc. Mais au final, aucune des deux entreprises ne grandit de manière aussi significative. Je ne dis pas que les marchés de niche ne sont pas intéressants, mais on pourrait donc, à partir d'une initiative comme cela, associer les talents, associer les énergies. Beaucoup, je regarde beaucoup les médias africains pour voir justement le mindset des jeunes africains. Et beaucoup disent, oui, je fais ça, mais je vais faire une multinationale africaine. Donc c'est toujours je, et puis je vais faire. Mettez-vous ensemble. Vous n'êtes pas obligé de commettre les erreurs ou bien de suivre le parcours, de ne pas suivre le parcours que les aînés ou les anciens ont suivi. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme de Songui qui a été à l'origine de, vous parliez de Ecobank, doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Parce qu'il voulait doter justement l'Afrique d'une banque de détail qui puisse tenir la dragée haute aux banques étrangères qui étaient implantées sur le continent. Peu à peu, j'ai l'impression que le contrôle a échappé aux Africains. Donc, de la même façon, on ne crée pas l'entreprise simplement, comment dirais-je, à un moment donné, pour gagner le maximum d'argent possible. Ou alors, si on gagne le maximum d'argent possible, c'est pour faire autre chose. On peut effectivement créer un projet dont la valorisation capitalistique devient très très importante et on cède ça parce que ça vous donne le cash pour faire autre chose. Moi, ça, je peux comprendre, toujours dans le sens du développement du continent. Mais croyez-moi, mes chers amis, un continent ou des pays qui n'ont pas une réelle maîtrise d'un certain nombre d'acteurs économiques majeurs, vous êtes rigolo à l'échelle du monde. Et que personne ne vienne vous faire croire que l'économie libérale que l'on nous enseigne depuis des décennies aujourd'hui veut dire que c'est une économie dans laquelle l'État n'interfère pas. C'est-à-dire que même, je ne sais plus à qui on ne peut plus enseigner ça aujourd'hui. Donc l'Afrique, pour contrôler son destin, doit contrôler un certain nombre de leviers. C'est aussi simple que cela. Sinon, les États-Unis, je me souviens quand moi j'étais étudiant, on entendait en économie, j'en ai fait un peu, l'école de Chicago, avec Milton Friedman. Avec la fameuse main invisible, n'est-ce pas, que les économistes britanniques avaient, Adam Smith et autres, au 19e siècle. Sauf que c'est ridicule parce que lorsqu'il y a eu le crash boursier bancaire de 2008,
Les États-Unis ont nationalisé. Nationalisé, vous pouvez imaginer, ça écorche les oreilles dans la pensée américaine, mais ils l'ont fait. Mais ils n'ont pas nationalisé que les banques, ils ont nationalisé le secteur automobile, n'est-ce pas? General Motors. Pour la reconsolider, la remettre sur les rails et recéder. Il faut qu'on arrête de nous tourner en bourrique et de nous tourner dans la farine. Nous devons apprendre de tout cela pour dessiner les voies du développement de l'Afrique de demain.